Ça marche. Alors, les confusions visuelles de lettres, comme vous le savez, au niveau de l'apprentissage de la lecture, il y a beaucoup d'apprentis lecteurs qui confondent les lettres visuellement proches. En cabinet d'orthophonie, les plus fréquents, c'est B et D, BP, M et N, U et N, F et T, et E accent aigu et E accent grave. Et ces confusions visuelles, elles se rajoutent à un certain nombre de difficultés qu'a l'apprenti lecteur quand il apprend à lire. Il y a énormément de tâches. Quand on doit déchiffrer par exemple une syllabe, on peut composer en de nombreuses tâches qui, tant qu'elles ne sont pas automatisées, pèsent très lourd dans la mémoire de travail et qui ralentissent énormément le déchiffrage. Donc si on prend l'exemple de la syllabe dit, par exemple, un apprenti lecteur va déjà devoir se concentrer sur la lettre de gauche et pas celle de droite, reconnaître la forme et l'orientation de la lettre, y associer son phonème, le son de, et garder ce son de en mémoire de travail. Ensuite, il va se concentrer sur la seconde lettre, reconnaître sa forme et son orientation, y associer son phonème, i, récupérer en mémoire de travail le de qu'il avait laissé tout à l'heure. Donc souvent on l'a perdu, donc des fois on recherche la première lettre. Et une fois qu'on a le de et le i, il faut fusionner, de i ça fait li, et prononcer la syllabe di. C'est quand même assez lourd. Donc quand là-dessus vient une difficulté visuelle pour reconnaître entre le d et le b, là ça fait trop, et on a la syllabe di qui est lue bi. Alors, pour passer de la lettre D au son de, on utilise plein de moyens mnémotechniques, on en a plein. On a le bébé, on a le sac à dos, avec les alphas on a la botte et puis la dame qui a le gros derrière. Ça marche bien, mais souvent ça coince quand même. Et la question c'est pourquoi identifier un D pose-t-il tant de problèmes? Pourquoi quand on donne l'astuce ça marche pas à chaque fois? Donc pour ça je vais vous raconter une petite histoire. Je vais essayer de... Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais m'asseoir. Voilà. Je vais vous raconter une petite histoire pour vous expliquer pourquoi ça pose tant de problèmes. Revenons quelques milliers d'années en arrière. Dans la nuit des temps, Cro-Magnon s'est forgé un cerveau capable d'identifier immédiatement une proie, qu'elle apparaisse tête en bas ou tête en l'air. En un instant, il saisissait une liane pour devancer tous ses compagnons. C'est avec une aussi grande efficacité qu'il attrapait sa liane pour détaler lorsqu'un prédateur se présentait sous son meilleur profil ou pas. Peu importe l'orientation d'un objet, Cro-Magnon le reconnaissait toujours. Seulement voilà, un jour, Cro-Magnon, qui avait bien grandi, inventa l'écriture. Et commença à avoir des problèmes. Alors que son cerveau était toujours aussi prompt à reconnaître un objet dans tous les sens, les lettres avaient un sens différent en fonction de leur sens. Les neurones de Cro-Magnon en furent tout retournés. P ressemblait à une cuisse de poulet, tout comme B ou D, et pourtant, attention, il ne fallait pas les mélanger. Alors là, on va reprendre plus sérieusement. Bien avant l'invention de l'écriture, nos ancêtres utilisaient des zones du cortex particulières pour reconnaître les animaux. Et ils avaient un besoin vital de les reconnaître immédiatement, qu'ils se présentent de droite ou de gauche pour pouvoir fuir ou pour pouvoir les chasser. Ça s'appelle la généralisation en miroir. Et il se trouve que beaucoup plus récemment dans l'histoire de l'humanité, on a inventé l'écriture. Et pour reconnaître les lettres, on a recyclé les neurones qui servent à reconnaître les animaux. C'est-à-dire qu'on utilise des neurones qui ont cette généralisation en miroir bien ancrée. Et ça pose problème, c'est là que c'est source d'erreur, c'est-à-dire qu'on va confondre toutes les lettres qui sont en miroir. Il y a des travaux de recherche qui ont été menés et qui montrent que tous les lecteurs ont besoin d'inhiber la généralisation en miroir pour pouvoir lire correctement ces lettres-là, y compris les lecteurs experts. C'est-à-dire que même nous, quand on lit, on a un moment, le cerveau, qui doit inhiber ce réflexe de dire que toutes ces lettres-là sont identiques.
Ces travaux de recherche ils ont notamment été menés par Grégoire Borst et ses collègues du CNRS. Et c'est le hasard, Grégoire Borst il fait une conférence aujourd'hui à 14 h. Donc voilà, je vous invite à y aller. Grégoire Borst il donne 2 pistes de travail pour travailler les confusions visuelles. Je vais le citer. La première stratégie assez classique consiste à corriger systématiquement et explicitement les erreurs de lecture de l'élève en lui désignant le piège pour qu'il apprenne à inhiber sa propension à tomber dedans. La seconde stratégie, plus novatrice, consiste à entraîner à l'aide d'exercices spécifiques le processus d'inhibition des automatismes hérités du recyclage neuronal. Donc, le jeu de la cordelle que je vais vous présenter, il a pour objectif de travailler cette inhibition de la généralisation en miroir. Mais il ouvre aussi une réflexion sur les pièges que peuvent poser les lettres de façon assez classique, mais ça on l'a vu à l'expérimentation, c'est que les enfants se posent des questions finalement. Le jeu de la cordelle, c'est un jeu de rapidité. Il s'appuie sur les lettres A, P, B, D, Q, M, N, U, F, T, E accent aigu et E accent grave en tant que forme. Le principe il est simple, pour gagner une manche, il faut attraper la cordelle dès que 2 lettres identiques se présentent, et le plus rapide à attraper la cordelle. En revanche, si on attrape la cordelle alors que 2 lettres sont en miroir, on a perdu la manche. Et le jeu est très dynamique, ce qui permet d'améliorer la vitesse de réponse. On travaille vraiment sur du réflexe. Je vais vous montrer une toute petite vidéo avec 2 adultes. La première partie, donc, on va voir qu'ils réagissent face à 2 lettres identiques, et la deuxième, vous allez voir, c'est pas toujours facile d'inhiber le réflexe de généralisation au miroir, même quand on est adulte, quand on a envie de gagner. Version du jeu. C'était pas comme ça. Ouais. Voilà, c'est délicieux. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est vraiment difficile, et notamment le E accent grave, le E accent aigu, quand on joue entre adultes, c'est vraiment ça qui nous... on se fait avoir à chaque fois. Je pense que c'est celui où finalement on fait pas trop attention, parce qu'un E et un R, vous voyez bien, les élèves c'est pareil, hein, c'est assez flou. Je vous présente donc un peu plus en profondeur le jeu. Pour ça, j'ai une petite vidéo, parce que souvent en image c'est plus facile. C'est une vidéo que j'ai faite avec mon fils quand il était en petite section, donc je l'aide pas mal, vous allez voir. Et c'est pas la version définitive du jeu, c'est un prototype. Maintenant les cartes sont plus petites pour tenir dans les petites mains. Le A accent a été remplacé par le A, les illustrations ont changé, mais ça vous présente bien le concept du jeu.
aperçu du visuel actuel du jeu, il y a une cordelle, c'est toujours un bout de ficelle rouge, 72 cartes lettres, donc il y a 12 lettres déclinées en 6 couleurs, et des cartes spéciales, il y en a 8. Dans chaque boîte de jeu, il y a deux jeux de cartes, comme ça vous pouvez faire 2 groupes. Le jeu de la cordelle, il se joue à 2 joueurs assis côte à côte. C'est adapté à grande section, CP, Ulysse École et pour les intervenants du RAZ. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai oublié. Donc voilà. Excusez-moi. Oui. Donc les distracteurs couleurs, vous les avez laissés pour changer de jeu et pour travailler autrement le contrôle inhibiteur du coup, avec la carte couleur. Oui, c'est un petit peu comme au Jungle Speed. Ouais. Ça s'appelle l'effet Stroop en fait. Vous savez, hein, c'est le fait de devoir dire la couleur d'une lettre en inhibant. Enfin, quand on écrit rouge en bleu par exemple, il faut dire bleu. C'est un peu le même principe. Ça rajoute un petit peu. Cette carte couleur, avec les enfants au début, il faut l'enlever. On l'introduit quand ils commencent à maîtriser parce que sinon c'est trop compliqué. Mais c'est plus rigolo quand même avec parce que ça, voilà. Une fois de temps en temps, la règle change, donc ça rajoute un petit peu de piquant au jeu. Pour vous expliquer les cartes, les 2 cartes cordelles, quand elles apparaissent, on a le droit tout de suite d'attraper la cordelle. Par contre, la carte piquante, si on l'attrape, on a perdu la manche, parce qu'on n'est pas censé l'attraper. Et les cartes en bas, ce sont des cartes qui servent de chronomètre, c'est-à-dire que la carte cloche qui est sur fond blanc, là, elle est glissée dans les cartes, et dès qu'elle apparaît, ça permet, enfin, soit on décide qu'il n'y en aura qu'une, et donc la première fois qu'elle apparaît, le jeu va s'arrêter. Si on décide qu'il y a 2 cloches, on attend que la carte reparaisse 2 fois et on arrête le jeu, ça permet de terminer le jeu, sinon il est interminable. Voilà, c'est un système un petit peu... C'est pas très bien expliqué. Si, ça va. Voilà. Le jeu, je l'ai créé moi en cabinet d'orthophonie, donc sur plusieurs années avec les enfants. C'est un jeu entre un adulte et un enfant qui fonctionne très très bien. Les enfants le réclament et ça marche bien, ça les fait bien travailler. Et ensuite on a expérimenté en école pour voir si les enfants pouvaient y jouer en autonomie. Ça marche bien en autonomie, en semi-autonomie. On l'a testé, donc en REP+, on l'a testé en grande section CP, CE1, Ulysse École et avec une enseignante du RAZ. Il y a juste le CE1 où il n'y avait pas d'enfants qui faisaient de confusion de lettres, donc forcément bon, ils se sont bien amusés, mais il y avait un intérêt assez limité, donc oui, plutôt pour grande section CP. Grande section pour prévenir les confusions visuelles de lettres, CP aussi pour prévenir, et puis sur la fin de CP pour ceux qui confondent encore pour retravailler. L'expérimentation elle a permis aussi d'améliorer la forme du jeu. Les cartes par exemple étaient trop grandes, on a réduit la taille des cartes pour les petites grandes sections. Et donc à l'école, les enfants ont réclamé le jeu, ça s'est bien passé, il a bien fonctionné et les enfants ont beaucoup aimé. Ce qu'on a découvert pendant l'expérimentation, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'au départ le jeu il est fait pour travailler l'inhibition de la généralisation en miroir, mais on a vu que ça amenait une réflexion consciente sur l'orientation des lettres. Ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion elle n'a pas lieu pendant le jeu, parce que le jeu est trop rapide, donc pendant le jeu c'est plus du réflexe, mais après quand on a terminé la manche, c'est là qu'il y a une réflexion. Donc on a des enfants qui essayent de tricher en retournant les cartes pour dire « Ah, c'est la même lettre !» Et c'est là qu'on peut discuter avec eux. Donc certains sont polis et demandent, hein, comme on voit le petit garçon là qui a demandé à sa maîtresse s'il avait le droit. D'autres sont plus de mauvaise foi. Mais c'est intéressant, notamment l'enseignante de CP avait une petite fille qui maintenait qu'un N et un U c'était pareil quand c'était écrit sur une feuille. Elle disait « Mais non, c'est la même chose, c'est la même chose. » Mais là, comme elle a été obligée de retourner la carte pour montrer que c'était la même chose, elle s'est rendue compte que c'était pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc c'était intéressant au niveau de cette réflexion-là. Des enfants ont dit bah, c'est le même, mais de l'autre côté, d'autres ont dit il faut comprendre dans la tête. Il y a vraiment eu un dialogue avec l'enseignante. Au niveau de l'expérimentation, les enseignants ont manifesté l'envie de réutiliser les cartes pour d'autres objectifs, de détourner un peu le jeu, et on a donc créé 3 variantes. Le chaton cordelle, c'est une variante simplifiée du jeu de la cordelle. C'est les mêmes objectifs,
sauf que c'est une version plus simple, plus lente et coopérative, ou même individuelle si on veut. Le chaton Mistigris, lui, on a changé l'objectif. Là, il s'agit de faire de la correspondance graphème-phonème. On va nommer les lettres ou dire le phonème correspondant aux lettres. Et le chaton voleur, on a juste profité du fait que les lettres soient déclinées en couleurs pour travailler le tableau à double entrée. Un côté les lettres, un côté les couleurs, et on le travaille sur le principe d'une lettre mystère, une lettre qui manque, et il faut tout réorganiser pour retrouver la lettre manquante. Donc un raisonnement par déduction aussi. Je vais vous les présenter un peu plus en détail. Donc la première variante, qui est la variante simplifiée. Là, les enfants, quand on joue en coopératif, il y a un enfant qui va retourner les cartes et l'autre qui va attraper la cordelle. On retourne une première carte qui va être la lettre cible, là c'est le T, et ensuite l'élève va retourner toutes les cartes une par une jusqu'à essayer de retrouver le T. Si les joueurs arrivent à retrouver le T, ils vont gagner les cartes. Si une carte chaton sort avant, c'est le chaton qui est là-haut, qui est l'adversaire, qui va gagner les cartes. Et donc à la fin du jeu, c'est soit les joueurs, soit le chaton qui remporte la partie. Je vais vous montrer une toute courte vidéo qui a été filmée en CP, en REP+. Voilà. Alors, dans cette vidéo, c'est le elfe qui va être la carte cible et c'est le chaton qui va gagner très très rapidement. Monte sur la chaise pour la faire. Le T et le F, c'est quoi? Le T et le F, ça se ressemble, il y a pas la petite pointe. Attends. Ils se ressemblent. Mais en vrai, il n'y a pas ça dans le F. Amine, tu le tiens? Il est comme ça. Mais tu me fais réveiller. Voilà, donc ça montre la réflexion qu'il y a eu à la fin de la manche avec la maîtresse, la discussion sur les ressemblances des lettres. Donc c'est là qu'on voit qu'on réfléchit sur les pièges qui peuvent arriver avec les lettres de l'alphabet. Je vous montre la deuxième variante, qui donc là c'était expressément la maîtresse du Razette qui avait dit mais moi j'aimerais bien réutiliser les cartes pour pouvoir les nommer. Et je lui avais dit dans le jeu de la cordelle c'est pas aussi intéressant parce qu'il faut garder l'effet réflexe. Et donc on a créé ça, on s'est basé sur la règle du Mistigris qui marche, ou du Pouilleux, qui marche toujours aussi bien. Donc il s'agit de se défausser des paires de lettres identiques et de les nommer ou de dire leur son. C'est l'enseignant qui choisit au début si on va travailler sur le phonème ou sur le nom de la lettre. Et je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai faite avec mon fils qui est maintenant en fin de moyenne section, mais j'ai quand même dû l'aider un petit peu. Donc il y a deux phases de jeu. La première, on se débarrasse des paires, chacun son tour en les nommant et en piochant quand il manque des cartes. Et la deuxième phase, c'est quand il n'y a plus de pioche, on pioche dans le tas de l'adversaire et celui qui garde la carte chaton à la fin a perdu. Là on a un jeu de cartes, là on a le chaton Mistigris. Si on garde cette carte à la fin du jeu, si c'est nous qui l'avons en dernier, on a perdu. Si tu vois deux cartes sur lesquelles il y a la même lettre, tu peux prendre ces deux cartes et les poser. Tu pioches. Et donc celle-là, c'est bien. Donc ça fait « Donc tu vas poser les deux cartes et tu vas poser les deux cartes et tu vas dire « Je vais piocher la dernière. Ah, ça y est. Bon, on s'est débarrassé de toutes ces cartes, très bien. Maintenant, deuxième phase de jeu. Tu vas récupérer toutes tes cartes. Tu fais un tas avec. Et on va piocher dans le tas de l'autre.
c'est reparti. Là, on a un jeu. On va dire. Dernière variante, c'est ce que je vous disais, on peut travailler le tableau à double entrée avec ces lettres-là. Donc ça a moins un rapport avec les confusions de lettres, et encore parce que pour faire le tableau, il faut quand même bien les discriminer. Vous allez voir sur la vidéo que j'ai à nouveau fait avec mon fils que c'est pas si facile. Donc dans ce jeu-là, le chaton a volé une carte. Et les élèves doivent retrouver la carte manquante en organisant les cartes comme ils le désirent. Après, on n'est pas obligé de faire un tableau double entrée, mais c'est vrai que c'est plus efficace. Et ils doivent donner la lettre et la couleur manquante. L'expérimentation a montré que c'était intéressant parce que ça donnait un sens au tableau à double entrée. Le tableau à double entrée, là, il a vraiment une fonction, il sert à quelque chose, il sert à découvrir la carte qui manque. Ça a montré aussi que quand les joueurs jouaient ensemble en coopération, ça donnait un sens au fait de nommer les lettres. Il y a un élève qui va dire « Est-ce que tu as le D rouge ? Ah non, je ne l'ai pas, mais si tu veux, j'ai le D rouge. Ah oui, je le veux bien, etc. » Donc ils discutent des lettres ensemble. Et voilà, et ça demande de faire bien attention à l'orientation des lettres pour ne pas se tromper en organisant le tableau. Ce jeu-là, il est plutôt à faire à partir du CP, parce que, ou avec des grandes sections qui sont assez compétents sur du raisonnement logique, parce que sinon c'est un petit peu difficile et un petit peu long. Pareil pour le jeu du Mistigris, il faut quand même avoir des enfants de grande section qui sont capables de nommer les lettres. Donc voilà, c'est à voir en fonction du niveau des enfants. Je vous montre une petite vidéo à nouveau avec mon fils. Je n'ai pas nommé les lettres avec lui, puisqu'il est en fin de moyenne section et je l'ai pas mal aidé pour construire le tableau, mais ça vous donne une idée. Alors, le chaton à Dindley, qui est là-bas, a volé une carte. Tu devines quelle carte il a volé. Je te donne toutes les cartes et par déduction, tu devrais pouvoir trouver quelle est la carte qui manque. Alors tu sais quoi? Pour y arriver, ce que tu peux faire, c'est les organiser. Voilà, tu vois, là tu as fait une première ligne avec. Ben, tu vas faire pareil avec les autres lettres, les autres formes. Alors, ce que tu devrais faire, c'est garder la même couleur. Tu vois? Comme ça, c'est plus facile. Tu fais attention, regarde. Celle-ci, c'est pas les mêmes. Alors, ce sera cette forme-là, en quelle couleur? En rouge. En rouge, on va vérifier. Gagné! Bravo! C'est bien! Ah, et voilà. Donc ça, c'est les sources, c'est les travaux de Grégoire Bordes et de ses collègues. C'est les sources sur lesquelles je me suis appuyée pour ce jeu.